Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre des Journées de l'économie et consacrée au thème sécurité sanitaire et commerce international. Je suis ravie d'animer cette session sur un sujet qui est très présent dans le débat public depuis la crise de la Covid-19. Je me présente rapidement. Je suis maître de conférence en économie à l'université Paris-Dauphine PSL, où je suis responsable d'un Master 2 en économie internationale et d'un Executive Master. Merci à tous d'être venus nombreux ce matin pour nous écouter. J'ai le grand plaisir donc de modérer ce débat que nous avons intitulé « Sécurité sanitaire et commerce international vers une recomposition des chaînes de valeur ». Point d'interrogation, et ravie de vous présenter nos 4 invités pour nous éclairer sur cette question large et complexe. Alors, je vais vous présenter par ordre alphabétique. Éric Bazeillac, vous êtes consultant en politique et en gestion et politique de santé. Vous êtes membre de l'Académie de pharmacie. Vous êtes président de l'association de l'ABUM, l'association pour le bon usage du médicament. Et vous avez jusqu'à très récemment, en juin dernier, été directeur, alors on dit économie, accès, export, pardon, je dois rapprocher mon micro, il faudra qu'on fasse tout ça ainsi. Donc merci Guillaume. Donc vous avez été jusqu'à très récemment, en juin dernier, directeur économie, accès, export du LEM, qui est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament opérant en France. Merci de votre présence. Nous avons également la chance d'avoir parmi nos intervenants Guillaume Gaulier et Denise Unal, que je vais me permettre de tutoyer parce que nous nous connaissons depuis longtemps et travaillons ensemble. Guillaume Gaulier est économiste à la Banque de France, conseiller à la direction des analyses macroéconomiques et de la prévision, et Denise Unal est économiste au CEPI. Alors, en guise d'introduction, je souhaiterais donner quelques éléments de contexte sur ce débat sur la sécurité sanitaire et le commerce international. La question de la sécurité économique est devenue une préoccupation majeure aujourd'hui, notamment en raison des nombreux chocs auxquels l'économie mondiale a été soumise ces dernières années. Et ce sujet revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de biens essentiels à la vie, comme les produits de santé. L'objectif de sécurité sanitaire, au sens de sécurité des approvisionnements, est aujourd'hui fréquemment mis en avant par les autorités publiques, notamment en raison des risques de nouvelles pandémies, mais aussi du développement de tensions géopolitiques. Alors, dans la santé, à l'évidence, la fragmentation internationale des étapes de la production a conduit à engendrer de fortes interdépendances commerciales entre les pays. En effet, les firmes multinationales et les réseaux internationaux de production y jouent un rôle majeur. Aujourd'hui, aucun pays n'est autonome pour répondre aux besoins de son système de soins. La crise sanitaire, en fait, a seulement agi comme un révélateur de fragilité, de vulnérabilité structurelle qui se sont mises en place dès les années 2000. Alors, au cours de cette table ronde, nous allons essayer de comprendre et de répondre à plusieurs questions. La principale est comment répondre à cet objectif de sécurité sanitaire. Est-ce que le développement du commerce international a effectivement été à l'origine d'importantes vulnérabilités ? Est-ce qu'il faut favoriser la souveraineté sanitaire pour sécuriser les approvisionnements ? Comment les entreprises et les autorités publiques doivent adapter leur stratégie pour concilier 2 objectifs, l'objectif de sécurité sanitaire, mais aussi celui d'efficacité économique. Alors, pour tenter de mieux comprendre et de répondre au moins en partie à ces nombreuses questions, je vais tout d'abord donner la parole à Denise pour qu'elle nous offre un premier éclairage sur les produits de santé. Denise, pourrais-tu
en premier nous expliquer que sont les produits de santé, parce qu'on a vu pendant la crise sanitaire que ce ne sont pas seulement les médicaments qui ont manqué, mais aussi les masques, les respirateurs, les écouvillons. Et est-ce que le commerce international joue un rôle important dans la fourniture des produits de santé? Merci Aude pour cet accueil. Alors, d'abord, comme tu as dit, beaucoup de choses se sont révélées avec la crise sanitaire, notamment les possibilités de pénurie. Et dans ce domaine, les pénuries peuvent être vitales en cas de pandémie, à commencer par les masques. Vous vous rappelez tous, sans doute, qu'un produit qu'on considérait peut-être même pas, à part les chirurgiens et le personnel médical, comme un produit de santé courant, c'est devenu vital dans un premier temps. Alors notre idée, Aude a dit qu'on a travaillé ensemble, effectivement, l'Université de Dauphine, Banque de France, CEPI. On a commencé à travailler pendant la pandémie, déjà pour comprendre quelle est l'étendue de ces produits. Parce que ce n'est pas que des médicaments. Donc il y avait des masques, les plus simples produits, et puis des produits, mais vraiment qu'on ne soupçonnait pas, enfin en tant qu'innocents, usagers. Par exemple, ça peut être des produits dans le domaine de santé, ça peut être des produits même nucléaires, ça peut être des produits de contraste pour les analyses, ça peut être évidemment des médicaments, mais ça peut être des principes actifs à l'origine ou bien tout simplement des produits chimiques. Là, vous voyez, on a mis dans un graphique le commerce international, les flux des exportations et des importations au niveau mondial, comme ça, en milliards de dollars, en représentant plus de 350 produits qu'on a pu identifier en 5 branches. Dans les branches en amont de l'industrie pharmaceutique, on en a identifié 2, par exemple. Les produits chimiques utilisables dans la santé, qui occupent quand même 25% du commerce mondial aujourd'hui. Ensuite, des produits pharmaceutiques de base. Eux, c'est vraiment tout ce qui est principe actif, les choses qui nous ont manqué en Europe, par exemple, pendant la pandémie, qui représentent seulement, comme ça, c'est un peu trompeur, Guillaume reviendra là-dessus, 6% du commerce mondial des produits de santé. Mais c'est en valeur, pas en volume. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est médicaments. C'est des produits, des préparations pharmaceutiques, ce qu'on appelle des préparations pharmaceutiques. Mais quand on dit médicaments, donc c'est des choses pour soigner, ça concerne aussi bien des médicaments traditionnels qui peuvent être génériques que des produits issus vraiment des progrès technologiques comme des biomédicaments. Tout ce qui concerne l'immunologie, des vaccins, ça c'est un peu le nerf de la guerre. Ensuite, nous avons une autre branche de l'équipement de technologie médicale qui est aussi importante. Oui, préparation pharmaceutique, c'est quand même la plus grande composante en valeur dans le commerce international, plus de 30%. Et les équipements de technologie médicale qui représentent 14% pour le moment ont un grand avenir dans les produits de santé. Donc, tout ce qui sert pour, je sais pas, des choses comme l'IRM et d'autres appareils, en particulier électroniques. Et là, l'importance d'une région comme Asie est primordiale. Et enfin, le petit matériel de santé, ça, ce sont des petits matériels qui ont en général une faible valeur ajoutée, mais dans la production, mais représentent quand même 1/5 des échanges aujourd'hui. Et c'est important. Il s'agit de les sécuriser, peut-être pas de produire soi-même, mais de sécuriser les approvisionnements, même dans cette branche aussi. Alors, peut-être que je pourrais parler de l'importance par rapport à d'autres branches. C'est quand on construit une filière de produits de santé avec l'ensemble. On ne voit pas ça souvent. On parle souvent de produits pharmaceutiques et de produits électroniques en général. Mais l'ensemble de la branche, aujourd'hui,
ça représente, si on fait un découpage en gros du commerce international, disons en 11 filières, c'est la seconde filière actuellement, quand on met tous ces flux ensemble. C'est dans les 13%. Il se trouve que donc, juste derrière les produits électroniques qui ne sont pas compris donc dans le dispositif médical que je présentais tout à l'heure, donc c'est la seconde branche. Actuellement, ça dépasse le matériel de transport et la branche mécanique. Et depuis le début des années 2000, en particulier 2010, c'est en forte progression dans le commerce international, comme les produits électroniques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est semi-conducteurs et tout ce qui, comme c'est essentiel. Mais la branche de santé aussi, et on va voir plus tard que les pays avancés ont un mot à dire dans cette branche. Et alors, leur évolution est rapide, en particulier depuis les années 2010. Disons que l'ensemble des produits manufacturés a augmenté aux alentours de 3,5%, tandis que cette filière, la progression en valeur de cette filière dans le commerce international a été plus de 5%. Parmi les 11 filières qu'on peut considérer avec l'ensemble du commerce international, c'est la filière où le taux de croissance en valeur a été le plus important. Donc on a une filière de produits de santé qui est très importante dans le commerce international et très dynamique. Et quels sont les principaux acteurs de ce commerce international? Alors là, dans cette illustration, je vous ai présenté en deux manières. D'abord, les premiers exportateurs. J'ai voulu montrer pas forcément les dépendances, mais ceux qui dominent le marché avec leur vente, les 12 premiers pays. Et aussi, j'ai voulu montrer les relations bilatérales, qui sont les 12 premières relations bilatérales qui sont intéressantes. En trio des têtes des exportateurs mondiaux, nous avons la Chine, suivie de l'Allemagne et des États-Unis. Alors, les deux pays avancés, l'Allemagne et les États-Unis, étaient les leaders il y a plus de 20 ans aussi, mais la Chine est devenue le leader récemment. Et la crise de Covid a compté dans cette position. Mais son ascension avait commencé avant. Et ça ne concerne pas uniquement des produits de la pandémie, la spécialisation chinoise. Ensuite, on trouve un quatrième pays, un tout petit pays par rapport aux autres, l'Irlande. Mais l'Irlande est un grand producteur maintenant. Déjà, au début des années 2000, elle avait une part de 10%. Et après une baisse, l'Irlande revient vraiment dans les positions de tête des exportateurs des produits de santé. Et on verra plus tard, c'est dans une insertion internationale très poussée avec les États-Unis. Et puis, on a des pays européens. On a beaucoup de pays européens dans cette illustration, les pays européens qui sont en bleu. Et leur part, c'est variable. Mais ce que je peux noter, deux grands pays européens qui étaient au premier rang des exportations mondiales au début des années 20, à savoir la France et le Royaume-Uni, ils sont maintenant, on peut ajouter à cela le Japon en Asie, un autre pays avancé, ils sont maintenant au même niveau que l'Inde, à peu près, donc ça varie entre 4% et 2% des échanges internationaux. Ils ont perdu beaucoup de terrain. Alors, quand on regarde les 12 premiers flux bilatéraux, on voit la position centrale des États-Unis. Parce que parmi ces 12 flux bilatéraux, cette superpuissance américaine intervient dans 10 flux, soit par ses importations, soit par ses exportations. Et la plupart du temps, c'est avec les pays européens, sinon avec ses deux voisins, mexicains et canadiens. Donc,
il y a une intégration très forte entre l'Europe et l'Amérique du Nord autour des États-Unis. Sinon, les deux autres seules relations bilatérales qui apparaissent dans ce graphique concernent les flux de l'Irlande avec l'Allemagne ou bien du Pays-Bas avec l'Allemagne. Eh bien, ces pays aussi, l'Irlande et Pays-Bas, en part ces petits pays, en réalité accueillent beaucoup de multinationales américaines. Donc même ces deux relations qui paraissent purement européennes peuvent être liées à la production américaine sur le sol européen. Et on peut aussi voir, c'est intéressant, rapidement, la carte géographique des grands continents. Là, vraiment, je vous ai mis un très grand continent, à savoir les Amériques, l'Europe, en ajoutant même les pays autour de la Russie, la communauté des États indépendants. Ensuite, l'Afrique et Moyen-Orient ensemble, et Asie et Océanie ensemble. Donc, on a 4 régions. Dans ce graphique, ce qu'on voit, c'est l'importance des flux entre l'Europe et l'Amérique, mais aussi entre Asie-Océanie, l'Europe et Asie-Océanie, l'Amérique, et le peu d'importance d'un continent pourtant en pleine croissance démographique, l'Afrique et le Moyen-Orient. L'Europe, vous avez dans le graphique en même temps, réalise dans l'ensemble plus de 50% des flux des exportations mondiales, suivi de l'Asie-Océanie dans les 30%, et tandis que la part de l'Amérique est moindre, 15%, l'Amérique ayant perdu beaucoup dans le commerce international. Mais ce sont les flux commerciaux américains qui ont reculé, pas la production américaine. Le vaste marché américain n'apparaît pas ici. Le vaste marché européen apparaît en partie parce que nous avons les flux intrazones. Ça correspond à 35% pour l'Europe. Des produits de santé, c'est en intrazone. Ça se passe au sein de l'Europe. Et pareil, en Asie-Océanie, 10% du commerce mondial se réalise en Asie-Océanie. Enfin, pour revenir à l'Afrique et Moyen-Orient, qui n'apparaît pas, ce grand continent dans l'ensemble, qui n'apparaît pas tellement dans le commerce des produits de santé, en dépit de sa taille démographique, eh bien, elle augmente ses échanges avec les zones d'Asie-Océanie, en particulier la Chine et l'Inde, et ça, d'une manière accentuée depuis la pandémie. Sur cette question, on va revenir plus tard. Merci Denise. Tu as présenté au début les différentes branches qui composent la filière de santé et montré la diversité des produits de santé. Et tu as souligné l'importance de 3 pays, les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Est-ce que ces 3 pays sont présents dans chacune des branches de cette filière de santé ? Oui, là c'est... Oui, on vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions à tout moment. Un instant. Non, on n'est pas encore dans cette problématique, mais si on dit est-ce qu'ils sont présentes tous ensemble, les États-Unis et l'Allemagne, il faut dire, c'est vraiment parmi les leaders dans 5 branches qu'on a présentées. En revanche, la Chine, elle a fait des percées remarquables dans 4 branches, à part les préparations pharmaceutiques. Et là, par exemple, dans la chimie utilisable dans la santé, vraiment, c'est le leader mondial. Dans le petit matériel de santé, c'est le leader mondial. Mais aussi, elle est le leader mondial dans ce qui est, parmi les 3, dans ce qui est équipement de technologie médicale, qui est très innovant comme produit santé. Et cette faiblesse peut-être relative dans les produits pharmaceutiques donne une avance aux pays avancés
par rapport à la Chine. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette clarification sur la présence des différents pays sur différents segments de la production des produits de santé. Alors, tu nous as montré à quel point ce commerce était dynamique, était générateur d'interdépendance commerciale entre les pays, avec une prédominance des pays avancés, mais aussi l'émergence de nouveaux acteurs comme la Chine. Est-ce que tu considères que ce dynamisme peut se prolonger dans les périodes à venir et que cette prédominance des pays avancés pourrait se maintenir? Alors, c'est là que je pourrais parler donc de deux choses. On peut voir est-ce que cet essor dans les échanges de santé peut se poursuivre déjà au niveau mondial, et est-ce que ça peut se poursuivre avec les mêmes acteurs dans les mêmes rôles? Alors, on peut regarder ça sur plusieurs points de vue. Notamment au niveau mondial, d'abord, on pourrait imaginer des questions d'environnement, tout ça, parce que certains des principes actifs sont très polluants à produire, et ensuite leur transport peut poser des problèmes. Mais je vais prendre seulement deux angles qui sont relativement simples à comprendre et qui posent des problèmes de soutenabilité. D'abord, les déséquilibres commerciaux qui montrent les dépendances ou les forces des appareils productifs par rapport à ce type de produit. Et là, ce que je vois, c'est qu'en termes de pays, je vois parmi les pays les plus excédentaires, là, dans la première illustration, à gauche, vous avez les 12 soldes nationaux les plus en déséquilibre. Les excédents, c'est la Chine, avec plus de 150 milliards de dollars, l'Irlande dans les 100 milliards de dollars, suivi de l'Allemagne et de la Suisse dans les 60 milliards. Et quand je regarde les déficits les plus accentués, j'ai les États-Unis, quasiment aussi déficitaire que la Chine est excédentaire. Le Japon est suivi du Canada. Ils sont, eux, dans les 50-60 milliards de dollars. Alors, il est tentant d'essayer de mettre ces déséquilibres parce qu'on voyait bien que la production américaine et européenne sont liées. Les demandes des deux pays sont liées, des deux zones sont liées. Si on met ensemble, par exemple, les pays européens, l'ensemble de l'Europe dégage un excédent de plus de 200 milliards de dollars actuellement. L'ensemble de l'Asie-Océanie émergent, donc la Chine, l'Inde, les gros pays producteurs, eh bien c'est un peu moins de 200 milliards, qui est équivalent toujours du déficit du continent américain. Mais si je vais plus loin maintenant, si j'entre par ces temps qui courent de tensions géopolitiques, et je représente, pas du tout scientifiquement, mais bêtement, par rapport à ce que je connais, des blocs géopolitiques. Je peux prendre d'un côté l'OTAN, les pays de l'OTAN, et les alliés qui sont pratiquement l'OTAN en Asie-Océanie. D'un côté, et je prends la Chine, la Russie, l'Iran, des pays comme ça qui sont en conflit direct pour une raison ou une autre avec certains pays de l'OTAN, et que je mets tous les autres, le reste du monde, qu'on peut appeler des multi-alignés maintenant, qui peuvent essayer d'être dans un axe ou dans l'autre selon leur profit. Et dans les trois groupes, ce que je vois actuellement, depuis la crise de Covid en particulier, mais même avant, le bloc Chine et autour, les Chine et compagnie, je dirais, dégage des excédents très importants. Et les pays avancés de l'OTAN et leurs alliés non membres
sont devenus, depuis la crise de Covid, déficitaires. Mais leur déficit est rattrapable. Ce sont des pays forts. En revanche, celui des pays multi-alignés est très très fort. C'est celui-là qu'il faut considérer. Que pour l'avenir, c'est important. Quand on regarde les excédents bilatéraux pour voir un peu par exemple, je prends la Chine. La Chine, la Chine et compagnie, qui était relativement excédentaire au début vis-à-vis de l'OTAN, est devenue de plus en plus excédentaire, évidemment, avec la crise de Covid en particulier. Mais c'est toujours rattrapable pour les pays avancés. Mais vous voyez, vis-à-vis des multi-alignés, la Chine et compagnie avaient commencé à engendrer déjà des excédents très importants, bien avant le Covid. Petit à petit, il y a une montée. Et comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si je prends le continent Afrique et Moyen-Orient, en particulier Afrique, ces pays-là ont plus bénéficié, par exemple, des vaccins pour le Covid, ont même tout de suite bénéficié des vaccins de la part de la Chine. Ce n'étaient pas des ARN, mais ils sont quand même arrivés. De la part des pays avancés, ça a eu beaucoup de retard. Alors, c'est là que j'aboutis à un deuxième point simple à savoir par rapport à la soutenabilité, c'est des grandes tendances démographiques. Alors, là, les deux blocs que là je nommais pour simplifier, l'OTAN et compagnie, Chine et compagnie, eh bien, représentent actuellement seulement 40% de la population mondiale. 60%, déjà, c'est des pays multi-alignés. Et au futur, ces pays multi-alignés, si je prends les chiffres des Nations Unies, à l'horizon 2100, auront une part de 80% dans la population mondiale. Et nos deux blocs n'auront que donc chacun 10%, avec des populations vieillissantes. La jeunesse est chez les multi-alignés. Alors, dans tous les domaines, ce problème géopolitique, si on reste dans cette logique de bloc, la jeunesse de la population va jouer, ça va être un atout pour les multi-alignés dans tous les secteurs. Mais dans le secteur de santé, le vieillissement de la population va être un souci considérable, beaucoup plus que dans d'autres secteurs sans doute, pour les deux blocs à la fois. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Merci de ce premier état des lieux sur les produits de santé. Alors maintenant, nous allons essayer de mieux comprendre en quoi ce développement du commerce international peut être source de vulnérabilité en matière de sécurité sanitaire. Et à titre d'exemple, on va davantage se concentrer sur l'industrie pharmaceutique européenne et donc sur deux des branches que tu as présentées, à savoir les produits pharmaceutiques de base et les préparations pharmaceutiques. Alors, à l'évidence, l'industrie pharmaceutique est un des points forts du commerce européen et pourtant, on voit depuis 2 décennies et particulièrement dans les années récentes se développer des pénuries de façon très importante, notamment ces dernières années, et y compris pour des médicaments essentiels. Et nous allons donc essayer de mieux comprendre avec Guillaume Gaulier en quoi le commerce international peut être source de vulnérabilité. Bonjour à tous et à toutes. Merci Aude. Et donc je vous propose, on ne voit pas encore mes slides bientôt, de continuer à explorer le commerce international de produits de santé, mais particulièrement, on va se resserrer, donc, comme tu viens de le dire, Aude, sur les produits pharmaceutiques. Donc on élimine cette fois les masques et des produits qui sont un peu en dehors, qui sont dans d'autres branches, mais qui participent à la santé, qui sont importants. Et on va discuter d'un paradoxe. C'est comme ça a déjà été montré, l'Europe
apparaît très puissante dans ces secteurs de la santé, en termes de solde, par exemple. Très puissante avec un solde très favorable vis-à-vis des États-Unis, ça a été montré. Et pourtant, vous vous souvenez sans doute, enfin on a eu la perception, en particulier pendant la crise Covid, d'une vulnérabilité très grande de l'Europe, peut-être une vulnérabilité particulière qui a été ressentie plus particulièrement par les Européens. Donc, est-ce que cette puissance européenne, elle n'est pas en trompe-l'œil ? La réponse, je vous la laisserai. Je vais vous apporter des éléments qui iront éventuellement dans le sens de relativiser cette puissance, mais pas toujours. En tout cas, de la discuter. Si on peut passer au slide... Ah oui, c'est moi qui l'ai. Voilà. Et donc, d'abord, pour brosser le tableau, on peut regarder donc sur le panneau de gauche sur le graphique. Vous avez pour les produits pharmaceutiques de base et les préparations pharmaceutiques. Donc, on va dire l'aval et l'amont et l'aval du secteur que je vais regarder, de la branche que je vais regarder. Eh bien, on constate que la domination sur les préparations pharmaceutiques, mais aussi sur les produits de base, la part de marché de l'Europe en haut, donc c'est les deux lignes en haut, est extrêmement dominante. Et tandis qu'en bas, vous voyez l'Asie émergente, alors c'est en particulier la Chine, l'Inde aussi, quelques autres pays, mais c'est en particulier la Chine, qui soit progresse énormément dans des produits pharmaceutiques de base, et on aura l'occasion d'y revenir, mais reste à un niveau bien plus bas que l'Europe. À droite, vous pouvez comparer, c'est les lignes rouges, avec les parts dans le commerce total de produits manufacturiers. Alors là aussi, l'Europe devance l'Asie émergente, mais comme ça a été dit tout à l'heure par Denise, c'est en grande partie lié au fait que le commerce au sein des pays entre pays de l'Union européenne, entre la France et l'Allemagne, est pris en compte. Alors que le commerce entre la Californie et l'État de New York ou à l'intérieur de la Chine ne l'est pas. Donc le fait que cette division des pays accroît la part de marché. Mais vous voyez que malgré cette caractéristique des données, l'Asie émergente, dans le commerce de produits manufacturiers, progresse et rattrape, ce qui n'est pas le cas pour les produits émergents. Alors si maintenant on prend des données un peu plus récentes, alors désolé, là je change de base de données, donc il y a des petites différences. Avec ce que vous avez vu avant, mais ça me permet d'aller jusqu'à 2024. Alors l'année n'est pas terminée, évidemment, je n'ai pas les données des mois à venir, mais donc là je m'arrête. 2024, c'est le premier semestre de cette année. Et vous pouvez voir les parts de marché à l'exportation pour les produits pharmaceutiques. Et l'Allemagne, ça a déjà été montré par Denise, est en tête. Mais les pays en bleu, tous les pays européens sont dans des nuances de bleu, sont omniprésents en haut de ce graphique. Les États-Unis sont là aussi. Alors pourquoi la Chine est tout en bas ? C'est parce qu'on a, je vous le rappelle, dans cette partie de l'analyse, on ne regarde que les produits pharmaceutiques. Donc pas des produits qui appartiennent à d'autres branches, mais qui sont d'autres produits de santé. Et donc la Chine fait un bond important au moment du Covid, néanmoins, mais revient en 2024. Là, j'ai pris les 12 premiers pays, et dans les 12 premiers pays, je n'avais pas la Chine. Donc j'ai ajouté la Chine, qui est le 17e, pour qu'elle soit sur ce graphique. Et vous voyez que quand même, il y a peut-être des changements de tendance. Les données que vous avez vues jusqu'à maintenant, elles allaient jusqu'à 2021-2022. Vous voyez que récemment, les États-Unis remontent. Donc
Vous voyez aussi, et ça on en a parlé, on y reviendra, la forte progression de l'Irlande qui se rapproche de l'Allemagne. Donc vous allez revoir l'Irlande, vous allez revoir aussi un pays en rose ici, un pays d'Asie. On va reparler de Singapour tout à l'heure. Vous voyez, qui est encore à une part de marché qui est entre 2 et 4%, mais qui progresse énormément. Bon, pas de cocorico ici, parce que la France est parmi les pays qui déclinent le plus. C'était montré dans les graphiques des Denise, et ça se confirme peut-être avec un point bas atteint, puisque ça ne se dégrade plus après 2022. Le Royaume-Uni fait pire. Mais ce n'est pas une tendance européenne, puisqu'il y a des pays européens. Alors, la Belgique fait un saut grâce à la production des vaccins ARN, mais c'est un saut qui est de courte durée. Néanmoins, la Belgique, étant donné sa taille, à 6% du commerce mondial de produits pharmaceutiques, c'est remarquable. Donc, c'est des petits pays ici qui sont dans le commerce important dans le commerce international de produits pharmaceutiques. Mais bon, parlons quand même de la Chine et de l'Inde qui nous ont beaucoup occupés qui nous ont beaucoup intéressés, auxquels on s'est beaucoup intéressé dans la présentation de Denise, pour constater que si on se restreint à l'amont des produits pharmaceutiques, donc les produits pharmaceutiques de base, disons, la pharmacie de base, là, les parts de marché sont loin d'être négligeables. Donc, c'est des produits qui sont moins chers. Et là, on a du commerce en valeur, c'est important. Donc, ce n'est pas du volume de commerce, c'est de la valeur. Donc, comme ces produits ont des valeurs unitaires assez faibles, évidemment, quand on agrège tous les produits, l'amont et l'aval, la Chine a tendance à disparaître. Mais vous voyez que la Chine, là, on revient jusqu'à, donc ce n'est pas les données les plus récentes, donc, mais jusqu'en 2020-2021, progressait nettement en amont. En aval aussi, c'est le graphique à droite, dans les préparations pharmaceutiques, mais avec des parts de marché qui restent beaucoup plus faibles que les pays avancés. Et un solde, c'est en bas à droite, le moins 3,3, donc c'est un solde qui est en pourcentage du commerce mondial de produits pharmaceutiques, qui est déficitaire. Donc, vous voyez, on pourrait dire qu'il y a ici une vulnérabilité du côté de la Chine. Parce qu'on parle souvent, dans l'analyse des chaînes de valeur mondiales, on met l'accent sur nos vulnérabilités, les vulnérabilités des pays avancés, mais à l'autre bout de la chaîne de valeur, il peut éventuellement y avoir des vulnérabilités. Alors, parlons maintenant de... Pourquoi ouais. Malgré à la fois la position dominante, la puissance commerciale de l'Europe, on observe un accroissement des vulnérabilités, des pénuries pharmaceutiques. Et un des facteurs qui est le plus souvent mis en avant, c'est la concentration au niveau des approvisionnements. Donc... Là, on va essayer de voir ce que les données de commerce international qu'on manipule ici peuvent nous dire sur les vulnérabilités pour l'Europe. Est-ce que malgré cette puissance, les vulnérabilités qu'on a intuitivement en tête, elles sont visibles dans les données? Alors, comment les chercheurs font pour essayer d'identifier ces vulnérabilités? C'est de regarder... On désagrège les données, on va au plus fin possibles dans les données. Donc on prend par exemple des nomenclatures où on a 5000 produits. Alors 5000 produits, c'est très peu par rapport au nombre de variétés, au nombre de médicaments qui existent, évidemment. Donc ça reste des regroupements assez grossiers. Néanmoins, ça permet de voir des grandes tendances et d'avoir des données harmonisées au niveau international. Et donc... par exemple, Isabelle Méjean et Pierre Rousseau ont essayé de regarder
d'identifier des vulnérabilités sur l'ensemble des produits au commerce international, avec un ensemble de critères sur lesquels je vais rapidement revenir. Ils n'en ont trouvé que 2 qui appartiennent au secteur qui nous intéresse, au secteur de la pharmacie. Parmi 49 produits, 49 sur 5000, sur lesquels ils ont identifié des vulnérabilités importantes dans l'approvisionnement européen, les plus à risque, seulement 2 appartenaient à la pharmacie. Bon, évidemment, il y a quelque chose d'un peu... ça dépend des définitions. Donc, on fait passer les données, on applique un certain nombre de filtres. Et si ces filtres sont plus ces filtres sont resserrés, plus les critères sont sévères, moins on aura de produits. Donc, il y a un aspect assez subjectif là-dedans. Mais ce qu'on fait, Isabelle et Pierre, c'est de regarder, de partir d'abord de critères assez standards qui sont utilisés par la Commission européenne sur la concentration. Est-ce que pour un produit donné, dans l'approvisionnement d'un produit donné, on importe nos produits depuis beaucoup de partenaires? Et est-ce qu'il y a des partenaires dominants qui pourraient constituer des vulnérabilités? Donc, essentiellement en utilisant des données de commerce international qui ont un gros défaut. Parce qu'une chaîne de valeur peut être... Si vous avez une chaîne de valeur qui est purement domestique, elle peut être néanmoins vulnérable. Si votre production est chez vous, vous pouvez penser que ça vous assure un approvisionnement en cas de pandémie, par exemple. Seulement si votre ou vos quelques usines locales subissent un choc, votre approvisionnement, et peut-être celui de vos voisins, sera en danger. Donc une concentration non risquée, peu risquée, ce n'est pas forcément une concentration qui privilégie la production locale. Donc il faut une diversification des approvisionnements. Donc là, on la regarde uniquement au niveau du commerce international. On regarde aussi si les produits pèsent beaucoup dans les importations, ou s'ils pèsent beaucoup aussi par rapport aux exportations. Parce qu'on peut se dire, si on importe beaucoup d'un produit, mais qu'on en exporte beaucoup, en cas de crise, on arrêtera d'exporter et on pourra servir notre demande domestique. Ça, c'était les critères du point A, qui sont les critères de la Commission européenne. Ce qu'ont rajouté les auteurs, c'est regarder les importations par rapport à la demande domestique. Donc là, on tient compte, par rapport à la demande totale, on tient compte également du marché domestique. Et puis aussi, et ça c'est très important, quelles sont les possibilités de substitution? D'ailleurs, parce que est-ce que si un tel produit ou tel fournisseur n'est plus disponible sur le marché, est-ce qu'on peut se retourner vers un autre produit ou vers d'autres fournisseurs? Et donc là, en regardant la stabilité des relations d'affaires avec des données très fines, là c'est au niveau des entreprises dans plusieurs pays, Isabelle Méjean et Pierre Rousseau ont été capables de regarder, d'identifier des produits plus vulnérables parce que les relations d'affaires sont très stables. Et quand les relations d'affaires sont très stables, ça veut dire que quand vous avez un partenaire, quand vous avez un fournisseur, vous le gardez parce qu'il n'y en a pas d'autres. Sans doute parce qu'il est le seul à pouvoir vous fournir le produit qui vous intéresse vraiment. Donc, comme je l'avais dit au départ, si on applique tous ces critères, on n'a que 2 produits. Ce n'est pas très dans la pharmacie. Donc, il est obligé. Vous voyez l'aspect subjectif de la chose. On est obligé, pour avoir la liste que je vous montre à droite, de desserrer un peu les critères. Donc, c'est le dernier critère, là, sur la stickiness, qu'on dessert. Et là, on trouve cette liste de produits. Je ne vais pas vous la décrire, mais un aspect intéressant, c'est que, donc là, à droite, la dernière colonne, c'est un indicateur de concentration.
plus il est élevé, plus c'est concentré. Donc vous voyez que ces produits, ils ont en général des concentrations élevées. La concentration élevée maximale, l'indice maximum, c'est 1. C'est quand toutes vos importations viennent d'un pays. Okay. 0, c'est quand, enfin, proche de 0, c'est quand vous avez une répartition qui est très, très diversifiée. Et donc vous voyez que donc, ces indicateurs sont très élevés. Et vous voyez apparaître des pays, de manière intéressante, vous ne voyez pas la Chine sur ces pays. Par contre, vous voyez Singapour. Rappelez-vous, on a parlé de Singapour tout à l'heure. Et on y reviendra. La Suisse et les États-Unis qui apparaissent sur ces produits. Vous avez l'utilisation de ces produits, c'est des substances actives en pharmacie. Donc, là, c'est pas fait par des professionnels de santé. Donc, on ne jugera pas de l'importance, de la pertinence. Est-ce que manquer de ces produits poserait un véritable problème sanitaire? C'est pas sûr. Hein, si vous regardez en détail la liste, c'est pas complètement évident. Néanmoins, ça nous donne déjà une idée. Et alors, ces indices, c'est HHI. C'est Herfindahl Index. On peut les agréger, parce que aller dans le détail des chaînes de valeur, c'est très important pour regarder les vulnérabilités. Est-ce que les chaînes de valeur sont robustes? On pourrait aussi travailler, est-ce que les chaînes de valeur sont résilientes? Est-ce que vous pouvez réorganiser une chaîne de valeur en cas de problème? Donc pour ça, il faut des données très fines. Mais quand même, là, on va revenir sur les données plus agrégées, donc on va moyenner les indicateurs par produit élémentaire que je vous ai montré plus tôt pour montrer quelque chose qui est intéressant, c'est que les produits en amont de la pharmacie, c'est en haut en vert, sont de plus en plus concentrés. La concentration, c'est une des industries pour lesquelles la concentration a le plus augmenté. Il y a aussi les produits de télécommunication et les produits informatiques dont la concentration a augmenté. La concentration a augmenté essentiellement parce que la Chine est devenue ultra dominante. Donc c'est un pays qui fait monter les données de concentration. Dans l'amont de la pharmacie, ce n'est pas seulement la Chine, mais c'est aussi la Chine qui joue et qui amène la concentration à un niveau très élevé. Ce n'est pas du tout le cas dans l'aval. Dans l'aval de la pharmacie, donc des préparations pharmaceutiques en général plus sophistiquées, il y a moins de concentration. Donc de ce point de vue-là, il y a moins de vulnérabilité. Donc les concentrations, elles sont dans les produits de base. Donc c'est les substances actives, c'est par exemple le paracétamol. Dont on a beaucoup parlé, le paracétamol qui rentre dans la fabrication du Doliprane est fabriqué dans des pays comme la Chine ou l'Inde notamment. Guillaume, je me permets de rappeler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc cet amont, qu'on appelle pharmacie de base, occupe en valeur seulement 6% des échanges. Ça paraît très peu. Tandis que l'autre, l'aval, là, les produits, les médicaments, les préparations pharmaceutiques, c'est près de 30%. Voilà. Et c'est là que les pays avancés, donc c'est dans l'aval qu'ils y sont. C'est surtout. Et donc on va voir que tout ça, ça a beaucoup à voir avec les prix de ces produits. Exactement. Donc, tu viens de nous montrer que l'essor de la fabrication des produits de base en Asie est allé de pair avec une augmentation de la concentration au niveau mondial des pays fournisseurs. Donc, est-ce que cette faiblesse de la diversification géographique des approvisionnements est liée aux stratégies industrielles des grands groupes du secteur? Et en fait, en répondant à cette question, tu vas pour partie répondre à une question du public qui s'interroge sur la rentabilité issue de ces choix de localisation de la production. Donc, effectivement, la localisation de la production, la localisation de la valeur d'ailleurs, parce qu'on peut localiser la valeur un petit peu indépendamment de la production, je reviendrai là-dessus, dépend des choix des
des choix des entreprises du secteur dans un contexte de réglementation qui varie selon les pays. Et donc, il y a des stratégies qui sont extrêmement importantes. Donc, je commence par un graphique qui vous montre que les prix des produits pharmaceutiques, ils ont beaucoup augmenté. Là, c'est base 100 en 2000. Pour vous montrer la dynamique, ce n'est pas les niveaux de prix, hein, c'est la dynamique de ces prix, l'évolution de ces prix. Ils ont augmenté en aval. Donc, dans les préparations pharmaceutiques, ils ont beaucoup moins augmenté en amont. Donc, l'écart de prix qui existe en niveau s'est encore accentué depuis les années 2000. Ça, c'est très important parce que la concentration dont on a parlé jusqu'à maintenant, on l'a mesurée, et les parts de marché, on les a mesurées en valeur. Mais il faut bien avoir en tête que les vulnérabilités, elles vont porter sur les approvisionnements en volume et que les valeurs dépendent des prix. En cas de pénurie d'un produit, d'une substance de base en pharmacie, son prix peut augmenter de manière exponentielle en quelques jours. Et donc, tous les indicateurs qu'on aura pu regarder ex ante, basés sur les valeurs en temps normal, quand il n'y a pas de crise, sont remis en cause d'un seul coup. Hein, donc, ce qui complique énormément l'identification des vulnérabilités, parce que on peut les identifier qu'avec les prix d'aujourd'hui. On ne connaît pas les produits de demain. Et même, je dirais, on ne connaît pas on ne sait pas avec certitude, dans la prochaine pandémie, le prochain problème de santé publique domestique ou internationale, quels seront les produits dont on va avoir absolument besoin. Donc on les connaîtra, on connaîtra la véritable étendue de nos vulnérabilités qu'en cas de choc négatif. En tout cas, on pourra la mesurer avec les données en valeur qu'en cas de choc négatif. Mais en attendant, il vaut mieux être placé pour la rentabilité en aval. En termes de rentabilité, évidemment, les firmes internationales, et donc les grands groupes internationaux, américains, européens, pour l'essentiel, ont bien compris et c'est que la valeur se trouvait dans les produits, se trouvait en aval de cette filière. Et donc, finalement, elles ont optimisé leur chaîne de valeur pour positionner pour se retirer ou positionner les produits en aval dans des localisations à bas coût. Donc, ces produits qui pèsent peut-être lourd en volume, mais qui en valeur sont tout petits, elles les ont largement abandonnés pour se concentrer sur des produits plus innovants sur lesquels elles peuvent extraire des revenus importants, pour lesquels elles peuvent négocier avec les systèmes de santé internationaux des prix rémunérateurs. Vous savez que quand vous produisez un produit générique, qui peut être produit dans un très grand nombre de localisations parce que les brevets sont tombés, parfois depuis très longtemps. Hein, le paracétamol, je crois que c'est 1888, le dépôt du brevet, enfin la découverte de quelque chose comme ça. Donc, eh bien, les négociations avec les assureurs privés aux États-Unis ou avec les agences de médicaments en Europe vont pas vous permettre de dégager des prix très rémunérateurs. Par contre, quand vous avez un prix innovant qui n'a éventuellement pas de concurrents, vous pouvez dégager des prix très importants. Donc il y a un enjeu énorme sur le prix du médicament. Donc, on peut s'en sortir éventuellement avec des volumes importants sur des médicaments à bas prix. C'est ce qui se passe sur le Doliprane, qui par ailleurs n'est pas vraiment un générique, mais c'est très compliqué. Alors que, en aval, on a tous ces produits sur lesquels les firmes... Mais quelles firmes
Donc, bon, je reviens un petit peu en arrière. Enfin, les pays avancés donc, ont considéré leur position dans les produits de santé les plus chers. Donc, on l'a dit. Au sein de chaque catégorie, donc ces produits innovants. Et donc, on aboutit à un marché très polarisé. Là, vous voyez un marché très polarisé où il n'y a plus de milieu de marché. En fait, il y a des produits, on va dire, haut de gamme, chers, sophistiqués, et des produits peu chers, plutôt génériques. Les uns sont plutôt au nord, plutôt dans les pays développés, les autres sont plutôt au sud, de plus en plus au sud. Et au milieu, le marché est... Enfin, la part du sud et du moyenne gamme est plutôt basse. Et donc, vous voyez que les pays les exportations par partenaire, les pays avancés en bleu dans les produits à prix élevé, à valeur unitaire élevée, donc les prix les plus rémunérateurs, exportent d'abord vers eux-mêmes. Donc c'est la ligne bleue dans le graphique de gauche, avancée haute. Aussi vers mais ils ont une part importante, mais qui est néanmoins en déclin sur les produits à prix plus bas, donc qui est en déclin, tandis que les pays émergents, à droite et en développement, eux, ont des parts de marché. Vous faites attention, l'échelle n'est pas la même sur le graphique de droite, donc on a des parts de marché au plus haut à 10%. Les pays émergents, eux, se sont renforcés en vendant, en exportant, se renforcent en exportant plutôt dans les produits à faible valeur unitaire et vers les avancés comme vers les émergents. Donc il y a un commerce des émergents vers les émergents, en particulier dans les produits pas chers qui sont évidemment plus accessibles pour ces pays clients. Alors, peut-être pour mieux comprendre encore les choix de localisation de l'activité des entreprises, on va dire quelques mots sur la fiscalité et les stratégies d'évitement. Est-ce que cette géographie des produits pharmaceutiques révélée par le commerce international est influencée par des stratégies d'optimisation fiscale des entreprises ? Voilà, et là, on va reparler d'autres. Je vais vous reparler de pays qu'on a vus dans les diapositives précédentes. Les firmes ont des stratégies. Un des aspects de la stratégie de localisation des firmes, c'est d'essayer de maximiser, enfin de minimiser les impôts qu'elles payent en positionnant leur activité taxable dans les juridictions qui ont évidemment le moins d'impôts. Donc comment ça se fait ? Là, l'exemple que je vais vous donner vient de Brad Setzer et Michael Weiland dans un papier très récent, un post très récent, dans lequel ils ont regardé ce que font les firmes américaines et quels impôts payent les firmes américaines. Alors, certaines de ces firmes sont les plus puissantes au niveau mondial et sont des firmes très profitables. Et en vérité, ils nous montrent que ces firmes ne paient pas d'impôts, pour ainsi dire, ne paient pas d'impôts aux États-Unis. Elles vendent des médicaments très chers aux États-Unis. Les prix du médicament, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans le débat public aux États-Unis, avec d'ailleurs des responsables politiques américains qui font valoir que les produits pharmaceutiques sont beaucoup moins chers en Europe qu'aux États-Unis. Mais bon, donc ces firmes réussissent à obtenir des prix très rémunérateurs pour des produits sophistiqués, pour leurs produits phares aux États-Unis. Mais elles ne paient pas de taxes. C'est là qu'elles vendent, en particulier, mais elles ne paient pas de taxes aux États-Unis. Elles paient un peu de taxes ailleurs.
néanmoins. Comment elles font ça? Donc vous voyez, le graphique, c'est simplement sépare pour 5 grands groupes pharmaceutiques, 5 grands labos, les profits domestiques affichés, donc c'est des pertes en fait, les profits à l'étranger, qui peuvent être en particulier en Irlande, voilà un des pays dont on a déjà parlé, les revenus domestiques. Donc là, les revenus domestiques, ils sont élevés parce que les prix sont élevés et que le marché américain, comme ça a déjà été dit, est le plus gros marché au monde, un très gros marché, le marché domestique. Les revenus étrangers, qui sont loin d'être négligeables, donc c'est quand même une puissance, même si ça ne se voyait pas. Vous avez vu dans les graphiques précédents, on vous a montré, sauf peut-être très récemment, une Amérique exportatrice plutôt en déclin. Enfin, en tout cas derrière les pays européens. Ça n'empêche que ces grandes firmes ont des revenus à l'étranger, en dehors des États-Unis, qui sont très importants. Et ensuite, les taxes, donc à peu près pas de taxes aux États-Unis. Et puis, alors, pas très considérables, mais il y a quand même des taxes payées à l'étranger par ces firmes. Ben, comment elles font sur les produits les plus innovants, en fait, les prix des produits sont largement définis, alors en discussion avec les autorités sanitaires ou les assurances privées, mais sont largement définis par les entreprises en fonction de la concurrence existante. Et donc... oui. Et donc, ces produits ont été... ces firmes importent, réduisent leurs revenus taxables en localisant leur activité. Alors, c'est soit la production des médicaments, soit les brevets, la propriété intellectuelle qui est localisée par exemple en Irlande, mais ça peut être à Singapour aussi, un des pays qu'on a vu, de manière à ce qu'elles importent énormément et donc les importations viennent réduire leurs profits pour avoir des bases taxables aux États-Unis qui sont à peu près nulles. Donc il y a un gros enjeu et tout ça, ça impacte la mesure qu'on vous a montrée du commerce international et ça préoccupe également les gouvernements. Alors, on avait prévu de dire quelques mots sur la situation de la France et on a une question dans ce sens, mais peut-être on y reviendra après parce que je souhaiterais maintenant évoquer la position des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Éric Bazeillac, vous avez occupé des fonctions de direction dans des laboratoires internationaux et comme je l'ai dit en introduction, vous avez été à la direction des affaires internationales et européennes du LEM. Et donc vous avez une connaissance approfondie des stratégies industrielles et de leurs évolutions. Et je souhaiterais tout de même commencer par une question qui s'intéresse davantage à la croissance de la demande mondiale de médicaments. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous avons évoqué l'évolution du commerce international liée au fractionnement des chaînes de valeur, mais il y a également une forte augmentation de la demande mondiale de médicaments. Vous avez, dans un ouvrage paru très récemment qui s'appelle « Mythologie du médicament, penser le médicament dans toutes ses dimensions », rappelé le fait que la santé est un droit de l'homme, selon la Déclaration universelle de 1948, article 25, et selon la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Comment les grands groupes pharmaceutiques peuvent-ils favoriser un accès plus équitable aux médicaments ? Oui, merci Aude. Merci de commencer par cette question parce que je trouve que c'est probablement la question la plus importante quand on réfléchit aux défis qui sont face à l'industrie pharmaceutique dès maintenant et pour les prochaines décennies, et peut-être celle qui a été le plus négligée et que je résume en un mot, l'universalisation de la demande. Elle est liée à plusieurs facteurs qu'on peut comprendre très vite. D'abord, je crois que le phénomène Internet, c'est-à-dire que l'universalisation de l'information, a fait en sorte que l'industrie pharmaceutique ne peut plus faire comme elle l'a fait pendant des décennies, c'est-à-dire éclairer une partie du monde
de ces innovations, la partie évidemment des pays solvables, et en laissant dans l'obscurité tous les autres. Aujourd'hui, dès qu'une innovation thérapeutique apparaît, le monde entier est au courant, et très légitimement, évidemment, tous les citoyens de la planète veulent avoir recours à ce médicament dont ils ont besoin très légitimement. La deuxième explication, c'est l'universalisation des pathologies aussi. Alors évidemment, s'agissant des maladies transmissibles, on comprend très vite, et on sort d'une épidémie qui nous l'a rappelé avec beaucoup de force, à quel point, par la facilité des transports aujourd'hui, quand vous avez affaire à un virus, à une bactérie, à une maladie microbienne, eh bien, vous mangez du pangolin, pardon pour cet exemple trivial, en Chine, un certain jour, et moins de 8 jours après, vous avez une épidémie qui a gagné l'Europe et les États-Unis. Mais pas seulement, les maladies non transmissibles aussi ont un caractère universel aujourd'hui par tout simplement la transmission des habitus, hein, des habitudes alimentaires, de comportement. Moi, je dis toujours que je pense que McDo et Coca-Cola ont fait plus pour l'universalisation, malheureusement, du diabète que n'importe quel autre facteur épidémiologique. Hein. Donc, les mêmes maladies nous concernent tous aujourd'hui. Et puis, le troisième élément, c'est celui que vous rappeliez, c'est celui qui met le plus cher, parce que c'est celui qui est ancré dans un regard philosophique, c'est qu'effectivement, la santé est un droit de l'homme. Ça, on le sait depuis 1948. Mais moi, je considère, je vais de ce point de vue-là plus loin, que le médicament est aujourd'hui probablement l'agent principal de l'amélioration de la santé des individus. Hein. Au XIXe siècle, c'était se laver les mains. Hein. Là, aujourd'hui, c'est vraiment par le médicament qu'on va générer les progrès de santé les plus importants. Et bien donc, je pense que le fait que la santé soit un droit de l'homme infère par destination aux médicaments, cette propriété de droit de l'homme qui implique deux choses. C'est ça dans la hiérarchie des normes, la notion de droit de l'homme, l'universalisation et le caractère non aliénable. Donc le médicament devrait être considéré comme un bien universel. Alors votre question c'est, oui mais ce bien universel, ce n'est pas le cas, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce qui devrait être un objectif premier pour l'industrie pharmaceutique? Faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle met au monde un nouveau médicament, il soit disponible pour tous les patients du monde qui en ont potentiellement besoin. Il y a d'abord une condition d'équité économique. Il y a une condition économique indiscutable. Et cette prise de conscience, l'industrie pharmaceutique en a accouché dans la douleur, si j'ose dire. Rappelons-nous, fin des années 90, la pandémie, cette fois de sida, terrible. C'est un choc parce que ça décime les populations jeunes des pays développés et les populations précaires des autres pays. On voit arriver les trithérapies qui sauvent la planète de cette pathologie. Seulement, elles ont un prix tel que la majeure partie, au fond, des patients, celle des pays les moins développés, ne peut pas y avoir accès. Rappelez-vous, à ce moment-là, l'Afrique du Sud décide de faire une chose qui est sacrilège pour l'industrie pharmaceutique et que je peux comprendre. C'est déchirer le brevet en disant nous, on va se mettre à acheter au Brésil notamment des médicaments génériqués. On ne veut plus savoir ce qu'il en est de ces contraintes de brevet. Ça n'est pas le sujet. L'urgence, c'est de fournir ces trithérapies à nos populations. Et à ce moment-là, 39 firmes pharmaceutiques font un procès. C'est le procès de Pretoria en 2001 qui aura laissé vraiment des traces. Et là, c'était dans la rue Patient Rights Against Patent Rights. C'était vraiment ça le débat. Et là, l'industrie pharma ne tarde pas à se rendre compte, Dieu merci, qu'elle faisait fausse route et que ce message était inaudible. Même si le brevet signifie quelque chose de structurant en matière d'innovation thérapeutique, on ne vous pouvait pas opposer le brevet à l'universalisation d'un besoin aussi criant. Elle fait demi-tour et donc les firmes cessent le brevet et on voit apparaître la notion de prix différencié. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous avez trouvé au cours de l'arrivée des nouveaux traitements de l'hépatite C. On est là dans les années 2013-2014, où effectivement le sofosbuvir révolutionne la prise en charge de cette maladie qui atteint aussi les patients du monde entier. Et simplement, il est dans les pays riches, 50 000 € par patient et par an. Évidemment, inaccessible pour les pays les plus pauvres. Mais cette fois, l'industrie pharmaceutique a inventé un truc, les prix différenciés. Elle va faire en sorte que les prix du sofosbuvir soient adaptés au pouvoir d'achat des pays concernés, évidemment, pour les populations qu'ils devront traiter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un sofosbuvir qui était en France en vente à 42 000 €, quand en Égypte, il était à 700 €.
Donc cette notion de prix différencié, elle est une des solutions qui a été reproduite d'ailleurs au moment de la pandémie de Covid. Je vous rappelle que les vaccins, d'ailleurs on a un peu oublié cette déclaration qui a été faite par tous les CEO des laboratoires qui commercialisaient les vaccins, dès le début d'ailleurs, en disant nous nous engageons à mettre à la disposition nos vaccins à des prix différenciés selon les pouvoirs d'achat des pays. C'est comme ça qu'en gros l'UE a payé les vaccins aux alentours de 5 € pendant que l'Europe les payait 15 €. Donc cette pratique des prix différenciés, elle permet, en tout cas c'est un des moyens qui a été trouvé pour répondre à ce souci d'équité. L'autre souci, si on veut vraiment travailler sur cette notion d'universalisation de la demande, on ne l'avait pas vu venir et on l'a découvert là au moment de la Covid, c'est le souci capacitaire. Est-ce que l'industrie pharmaceutique a les moyens capacitaires de produire des médicaments pour 7 milliards potentiellement de terriens qui en auraient besoin? Et on imagine bien que ce souci-là, il devient hyper aigu quand il s'agit d'une pandémie et qu'il faut traiter tout le monde le plus rapidement possible. Et là, on a vu vraiment les difficultés. Vous aviez 4 gros labos, on se rappelle tous les noms, Astra, Johnson, Moderna, Pfizer, BioNTech, qui commercialisaient les principaux vaccins de la pandémie de la Covid, et ils étaient incapables de produire, malgré des chaînes qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 7 milliards de terriens. Quelle a été la solution qui a permis de produire, je rappelle quand même, 24 milliards de doses en 2021. En juin 2021, c'est les chiffres. Eh bien, c'est la mise en place trop lente, et il faut travailler à optimiser ce processus de collaboration entre ceux que j'aime bien appeler ceux qui savent et ceux qui peuvent. C'est-à-dire ceux qui savent, c'est ceux qui détiennent les brevets, évidemment, à un moment donné, d'un médicament dont on a besoin, et ceux qui peuvent, ce sont ceux qui détiennent les usines. Et il faut travailler là-dessus. Et la solution, ce n'est pas d'aller piquer le brevet pour aller ensuite demander à des usines de génériques de fabriquer des vaccins hyper sophistiqués. Ça met rapidement à mal l'ensemble du système et ça envoie des messages terribles pour les pandémies suivantes. Mais par contre, favoriser des accords de collaboration, ce qu'on appelle des accords de licence. Il y en a eu 300 signés dans les 2 ans qui ont suivi la pandémie, encore une fois, trop lentement. Et moi, je pense que c'est maintenant, en temps de paix, si j'ose dire, qu'il faut favoriser ces systèmes collaboratifs. Il y a une très belle initiative qui a été menée sous l'égide de l'ONU par United en 2010, qui s'appelle Medicine Patent Pool, qui est une organisation qui est basée en Suisse, qui met en relation les laboratoires détenteurs de brevets de médicaments très importants dont le monde entier a besoin, et qui achètent des accords de licence et qui les revendent en sous-licence à des usines qui peuvent les fabriquer. Donc on aura, dans l'avenir, on a déjà un enjeu de capacité de production industrielle qui est majeur. Songez que l'Afrique ne produit qu'1% des vaccins dont elle a besoin, et il faut évidemment qu'on industrialise des continents comme l'Afrique, par exemple. C'est utile pour le monde entier. Voilà ce que l'on peut dire sur la réponse à l'universalisation de la demande. Merci beaucoup. Alors peut-être pour revenir sur un débat très important aujourd'hui autour des enjeux de la sécurité sanitaire, très fréquemment on évoque la question de la relocalisation. Je vais parler du reshoring pour utiliser un terme anglais, mais aussi la question éventuelle de la régionalisation des chaînes de valeur, notamment à l'échelle européenne, ou encore la question d'une mondialisation entre pays dits alliés. Et là, à nouveau, je vais utiliser un terme anglais, le friendshoring. Les Québécois parlent d'amilocalisation, qui serait donc entre des pays, pour revenir à tes catégories, Denise, qui seraient plus alignés entre eux. Quel est votre point de vue sur ces stratégies pour répondre aux enjeux de sécurité sanitaire? Dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il est possible de relocaliser sans démondialiser. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Oui, de quoi parle-t-on? Et ça fera écho, je pense, aux 2 présentations passionnantes que nous avons eues avant. Moi, j'aime bien faire émerger la prise de conscience de la souveraineté pharmaceutique. C'est ça ce mot nouveau qu'on a découvert tous dans le vocabulaire. Parce que franchement, avant la pandémie de Covid, personne ne parlait de souveraineté pharmaceutique. Donc c'est un enjeu qui existait pourtant, vous l'avez rappelé très justement, qui préexistait à la pandémie, mais qui a été révélé en tant que tel comme un enjeu stratégique, politique majeur pour les pays. Il y a 3 chiffres qui illustrent parfaitement cela si on se place d'un point de vue européen. 80% des principes actifs des médicaments que nous consommons en Europe viennent d'Inde ou de Chine. 80%. Il y a 20 ans, c'était l'inverse, 20%.
40% des produits finis, c'est-à-dire du médicament terminé, conditionnement, celui qu'on trouve dans nos pharmacies, 40% des médicaments que nous consommons en Europe viennent d'Inde ou de Chine. Et le troisième chiffre, plus franco-français celui-là, la France, qui était premier pays producteur de médicaments en 2010, premier pays producteur de médicaments en Europe en 2010, est en 2022 quatrième, voire en passe de devenir le cinquième. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pour retenir des choses très simplement, moi j'aime bien évoquer trois choses. Les deux premières causes sont du fait de l'industrie pharmaceutique, délibérée. La troisième est davantage subie. Les deux premières choses qui sont des décisions prises volontairement par l'industrie pharmaceutique, je me le rappelle très bien parce que j'ai fait partie de certaines de ces réunions, nous étions dans les années 2000, nous prenons conscience de la pression budgétaire considérable que les systèmes d'assurance maladie des pays développés mettaient en place. Et à ce moment-là, évidemment, la marge des médicaments se trouvait menacée et le réflexe rationnel de tout producteur de médicaments qui voit sa marge menacée, c'est de se demander comment il peut agir pour la préserver. Et le choix qui a été fait, c'est de diminuer les coûts. Deux moyens ont été faits pour diminuer les coûts, sous le fait de cette pression de régulation. Le premier s'appelle le monosourcing, c'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'à ce moment-là, on faisait venir les principes actifs, ce qu'on appelle les API, les principes actifs, ce que vous appelez peut-être l'amont dans vos études. Les principes actifs, qui d'ailleurs depuis très longtemps viennent d'ailleurs, hein, et les principes actifs ont été monosourcés, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va commencer par faire des économies en se demandant d'où viennent nos principes actifs. Ils venaient souvent de plusieurs endroits à travers le monde. Eh bien, on va en choisir qu'un, ce qui permettra de mutualiser la demande, d'être plus fort dans la négociation, de diminuer les prix. Et évidemment, le moins-disant sur ce marché des principes actifs a très vite été la Chine ou l'Inde. Et le deuxième phénomène, qui était tout à fait délibéré et préconçu par l'industrie pharmaceutique, c'est la fragmentation de ces chaînes de production. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, au fond, pourquoi on s'embête à avoir des chaînes de production continues ? On va les fragmenter en autant de petits morceaux de chaînes de production qu'il est possible d'aller faire à travers le monde, dans les pays les mieux disants, là encore, en termes de coûts. Et évidemment, quand vous faites ça, vous avez un sujet, c'est transporter les fragments de chaînes de production ou de médicaments pour les reconstituer à la fin dans le pays, souvent un pays développé, en Europe par exemple, ou aux États-Unis. C'est le sujet des transports. Mais à l'époque, année 2000, le bilan carbone, le mot n'existait même pas, tout le monde s'en fichait. Les coûts de transport, c'était peanuts. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qui a été tout à fait préconçu, assumé, qui était rationnel d'un point de vue économique. Le troisième phénomène, il est arrivé en parallèle, c'est la pression extraordinairement forte, une conjugaison au fond de facteurs, pression extrêmement forte de la régulation des prix dans les pays développés, et singulièrement en Europe, plus qu'aux États-Unis qui s'y mettent maintenant, j'y reviendrai, allié à l'émergence de normes environnementales. Vous savez qu'on estime qu'en Europe, le coût des normes environnementales sur les coûts de production de médicaments, c'est 30%. Alors il ne faut pas les regretter. Moi, je suis particulièrement de ceux qui défendent cette idée que l'empreinte environnementale du médicament doit être considérée, c'est un élément intégratif aujourd'hui de nos réflexions en termes de modèle économique. Mais c'est un fait. On s'est doté de normes environnementales qui ont pesé lourd dans notre compétitivité. Voyez. Et ces trois phénomènes ont concouru à des phénomènes de délocalisation qui sont passés largement sous les radars, tout le monde s'en fichait, jusqu'à la pandémie de Covid, où on s'est dit, mais où est le paracétamol? Où sont les curares, vous vous rappelez, pour anesthésier les patients? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour reconquérir une souveraineté pharmaceutique? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire très vite? Je pense qu'il faut d'abord se poser des bonnes questions. Et la première question à l'esprit, c'est de se demander quel est l'espace géopolitique pertinent pour relocaliser. Si on veut relocaliser, il ne s'agit pas d'imaginer que la France puisse posséder toutes ces chaînes de production sur son sol, comme le feraient la Suisse, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Ça n'aurait aucun sens. À mon avis, il y a deux conditions pour raisonner, je vais très vite, de la pertinence d'un espace géopolitique de relocalisation de chaînes de production. Le premier, c'est qu'il ait la dimension d'un marché, évidemment, ça c'est sa dimension économique. Et le second, c'est qu'il y ait un principe de solidarité politique. Ça aussi, on l'a découvert. La fragmentation des chaînes de production, elle se fichait de savoir où étaient fragmentés ces morceaux de chaînes de production, si c'était des pays amis, potentiellement ennemis, avec lesquels on était en cohérence politique. Quand vous répondez à ces deux conditions et que vous êtes français, vous vous dites mon espace géopolitique pertinent pour faire de la relocalisation, c'est l'Europe. Ce n'est pas la France. Donc il faut avoir une pensée évidemment européenne.
La deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'il faut tout rapatrier, tous les médicaments? Ça n'a évidemment aucun sens. Donc il faut prioriser, c'est ce qui nous a été montré dans une étude. Alors prioriser sur quels critères? Ça a donné lieu à de grands débats. Pour être simple, là encore, moi je trouve qu'il y a 2 critères qui ont été proposés par Dominique Georgi, qui est un inspecteur général des affaires sociales, voilà, un IGAS que tout le monde connaît, qui est l'ancien président du comité économique des produits de santé, qui a fait un excellent rapport et qui parle d'indispensabilité et d'irremplaçabilité. Voilà, au fond, les médicaments qui répondraient à ces 2 définitions seraient les médicaments qu'il faudrait en priorité relocaliser. Vous savez qu'il y a une liste de 450 médicaments en Europe qui a été définie et qui répondent à peu près à ça. Après, est-ce que les relocalisations vont être l'alpha et l'oméga de la souveraineté pharmaceutique? La réponse est non. La réponse est non, parce qu'on voit bien que l'industrie pharmaceutique est une industrie par nature internationale, qu'elle a beaucoup gagné à l'être. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer innover sans vous imprégner de la science qui a été produite partout dans le monde. Donc ces réseaux de chercheurs, d'innovateurs, de développeurs, d'essais cliniques ont une dimension internationale. Et ce qui sera très important, et vous l'évoquez, je crois, c'est aussi d'imaginer des alternatives. Donc il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Quand bien même relocaliserions-nous une chaîne de production à l'échelle de l'Europe, il faut toujours penser à ce qu'il arriverait si demain il y avait un accident industriel sur cette chaîne. Donc il va falloir repenser nos collaborations derrière des enjeux qui soient de nature plus stratégique, plus politique. Et enfin, last but not least, le dernier critère, peut-être le plus important que tout le monde oublie, le cadre économique. Il ne suffit pas à coup de subventions, comme le fait la France souvent, hein, c'est très bien, tout le monde prend les subventions, construire des usines. Le vrai sujet, c'est combien vaudront mes médicaments à la sortie de ces nouvelles usines, une fois que je les aurai relocalisés. Parce que n'oublions jamais pourquoi ils sont partis. Donc si vous admettez que produire en Europe coûte plus cher parce que coût social, parce que coût environnemental, parce que coût des matières premières, etc., vous devez admettre aussi que le prix du médicament en sortie d'usine soit plus élevé. Et à ce moment-là, comment faire face à une compétition qui est largement ouverte et internationale? Si ce n'est par 2 moyens, soit vous érigez des barrières protectionnistes, tarifaires ou non tarifaires. De mon point de vue, c'est jamais très glorieux de faire cela et ça peut rapidement se retourner contre vous. Soit vous regardez ce qu'il en est du gap de compétitivité. Et moi, c'est un effort que j'appelle à faire. Je pense qu'il faut réactualiser l'analyse de nos gaps de compétitivité, y compris vis-à-vis de pays comme l'Asie. Parce que quand vous regardez dans le détail les choses, vous vous rendez compte que la Chine et l'Inde sont en train d'acquérir des normes environnementales qui est en train d'enchérir leurs coûts de production. Vous considérez aussi que l'enchérissement des coûts de l'énergie fait que le shipping, les transports depuis ces pays très lointains jusqu'en Europe coûtent de plus en plus cher. Vous avez des progrès d'innovation technologique à faire dans nos usines, et on voit le projet Séquence, pas très loin d'ici, de Lyon, pour produire le paracétamol, qui arrive à diminuer de 5 à 10 fois le coût énergétique et le coût environnemental. Donc par l'innovation technologique, on pourrait baisser nos coûts. Et puis, là encore, last but not least, vous l'évoquez, la fiscalité. Alors on peut regarder la fiscalité, évidemment, de manière assez désignante en disant c'est pas bien, mais on peut aussi, de manière peut-être plus maligne, l'utiliser comme un outil de compétitivité en se disant après tout, l'Europe est le continent, et singulièrement la France, qui taxe le plus les médicaments, pas l'Irlande, hein, elle se distingue justement par ça, mais en France, on est le pays du monde qui avons le plus de taxes sectorielles appliquées à l'industrie pharmaceutique, on en a 6, on a entre nos mains un gap de compétitivité sur lequel on pourrait agir si on crée des franchises fiscales pour ces médicaments que l'on souhaite relocaliser. Additionné à tous ces éléments que je viens de dire, on aurait un prix largement compétitif par rapport à l'Inde et la Chine. Merci beaucoup. Alors, peut-être une toute dernière question, mais vous avez commencé à y répondre hein, dans votre ouvrage. Vous soulignez également la situation européenne et vous indiquez, vous analysez les modèles économiques de façon plus générale que les simples échanges internationaux, la géographie des échanges internationaux que nous avons présentés. Et vous indiquez qu'il y a une bipolarisation États-Unis-Chine aujourd'hui et que l'Europe serait prise dans une tenaille sino-américaine. Donc même si vous avez commencé à tracer les voies de l'avenir, pourriez-vous nous expliquer davantage cette tenaille sino-américaine dans laquelle l'Europe se retrouverait aujourd'hui prise?
Oui, alors tout à fait, mais ça a été largement évoqué avant, avec d'ailleurs des signaux qui parfois étaient beaucoup plus nuancés, évidemment, que quand on parle d'une bipolarité, on simplifie. Mais quand même, c'est intéressant parce que ça nous montre des tendances. Alors moi, je me suis amusé à porter un regard géopolitique sur le médicament. Et historiquement, d'ailleurs, même depuis la quête des plantes médicinales, le médicament a toujours été un vecteur international qui a transporté des considérants à la fois géographiques et politiques. C'est intéressant de regarder où nous en sommes aujourd'hui et de se projeter. Si vous voulez, moi, les perspectives que je me permets là d'évoquer, elles se dessineront, je pense, c'est mon pari, plutôt dans l'après 2030, alors que tous les chiffres qui procédaient de la démarche scientifique de l'objectivation que vous avez montré, elles étaient évidemment très récents. Le point de départ de cette prise de conscience de la bipolarisation des forces pharmaceutiques, quand on regarde le monde, la map monde, c'est ce qui va se passer dans l'avenir, vu à travers les essais cliniques, au fond. C'est un très bon indicateur de regarder quels sont les endroits du monde où s'opèrent les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, qui vont préfigurer les médicaments qui arriveront sur le marché dans 5 à 10 ans. Eh bien, regardez la courbe de gauche, elle est extraordinairement intéressante. Elle vous montre la part de réalisation des premiers essais cliniques, enfin d'initiation des essais cliniques dans les différents endroits du monde. Vous voyez évidemment que les États-Unis se paient toujours la part du lion, avec 34% des essais cliniques initiés dans le monde qui sont initiés aux États-Unis, mais vous voyez comment l'année dernière, en 2022, la courbe de l'Europe et la courbe de la Chine se sont croisées. Aujourd'hui, vous avez 28% des essais cliniques initiés dans le monde qui sont initiés en Chine. Vous voyez, ça veut dire beaucoup, ça. Donc, le pays qui va lancer des médicaments à travers les essais cliniques, vous savez, les essais cliniques, c'est souvent le premier moyen d'accès aux patients des médicaments. Pour 28%, c'est la Chine, vous voyez, qui est dans une dynamique extraordinairement ascensionnelle, et l'Europe est déjà uniquement le 3e continent en matière d'initiation d'essais cliniques. Et puis, un deuxième indicateur qui est là à droite, qui est plus en amont encore, c'est le nombre de deals. C'est intéressant parce que ça aussi, ça préfigure où seront les forces demain pharmaceutiques sur le globe. Vous savez, ce qu'on appelle deal, c'est les transactions qui se font, qui coûtent très cher, plusieurs milliards, dizaines de milliards souvent, les transactions qui se font entre les biotech pharma, les startups, qui sont à l'origine des innovations, et les big pharma, c'est-à-dire les grands laboratoires pharmaceutiques qui vont les acheter très cher et qui vont ensuite les développer, faire leur phase de développement. Où se sont passés ces deals qui sont essentiels dans la chaîne de valeur de la recherche et du développement? Et bien vous voyez qu'entre 2018 et 2021, il y a eu plus de deals signés et significativement en Chine et en Corée qu'il y en a eu aux États-Unis et au Canada. Donc on peut dire qu'effectivement, le pipeline, c'est-à-dire les médicaments de demain, naissent essentiellement en Asie, enfin essentiellement, toujours essentiellement en premier lieu aux États-Unis, mais qu'il y a une dynamique qui amène l'Asie évidemment au tout premier plan et qui déjà a dépassé l'Europe. Alors ça amène à ce que vous disiez, Aude. Oui, il nous reste très peu de temps. Très peu de temps. Cette idée de bipolarité, alors si on regarde en quelques minutes les forces en présence, c'est quoi? D'un côté, vous avez les États-Unis qui vont rester, je vous rassure, si vous vous inquiétiez pour eux, le premier pays pharmaceutique du monde. C'est aujourd'hui 48% des parts de marché des médicaments dans le monde, et c'est des investissements qui sont à cette hauteur-là, c'est-à-dire 72 milliards et demi en 2023 d'investissements par les firmes pharmaceutiques américaines dans la recherche. Vous voyez, c'est autant que l'Europe, le Japon et la Chine réunis. Donc c'est un grand pays d'innovation pharmaceutique, bien sûr, mais avec une dynamique qui peut être regardée de manière non pas inquiétante, mais en considérant un certain nombre de freins. Vous l'avez évoqué, il y a une volonté politique très forte, et que ce soit d'ailleurs par l'administration Trump qui l'a initié ou par l'administration Biden qui a poursuivi sur cette ligne, donc il n'y a pas de raison de penser que ça change, de réduction du différentiel de prix entre les États-Unis et l'Europe. Vous savez, les prix américains, alors les prix publics évidemment, il se passe beaucoup de remises au milieu, mais les prix publics c'est à peu près 3 fois les prix européens, multipliés par 3. Donc il y a une réduction, il y a un souhait à travers l'IRA, l'IRA, de diminuer ce différentiel. Et ça, pour un pays qui a fondé son business model, son modèle économique du médicament, sa création de valeur sur le prix essentiellement,
beaucoup plus que sur le volume, eh bien, c'est une remise en cause d'un élément majeur de son business model. Et puis, vous avez un certain isolationnisme qu'à mon avis, on va voir se conforter encore. Récemment, en septembre, vous avez la Chambre des représentants qui a voté un acte qui restreint considérablement la possibilité pour des entreprises américaines subventionnées par l'État, mais elles le sont quasiment toutes, pharmaceutiques, de passer des accords avec des entreprises chinoises. Voyez, et donc, on voit qu'on a effectivement des États-Unis qui se replient un peu sur eux-mêmes. Et de l'autre, la Chine, eh bien, vous avez un pays qui, dans son plan, proclame qu'elle veut être demain la première puissance productrice de médicaments dans le monde. On va devoir conclure, mais merci beaucoup pour ces interventions passionnantes. On a répondu à une bonne part des questions de la salle au cours de la présentation. On aurait peut-être aimé dire davantage de choses sur la France, mais ça sera l'occasion de nouveaux débats. Donc je remercie à nouveau les intervenants et notre audience d'avoir été nombreuses aujourd'hui. Merci beaucoup.